Je vous propose de commencer pour ne pas faire trop languir nos candidats qui doivent être à une hauteur de stress très importante. Dès que vous allez vous lancer, vous verrez, il n'y aura plus de stress, il n'y aura que de la bonne adrénaline et à la fin de l'après-midi, que de l'euphorie. Merci beaucoup d'être très nombreux cet après-midi. C'est un véritable plaisir pour moi de vous recevoir au sein de la Cour d'appel de Chambéry, de recevoir de nouveau. Pour moi, ce sera ma 3e année déjà que je préside ce concours, qui est l'occasion de valoriser l'éloquence, de valoriser le courage. Vous verrez, nos candidats, pour certains, sont extrêmement jeunes. Ce qui nous stupéfait d'ailleurs chaque année lorsque nous délibérons. Nombre d'entre nous, moi la première, n'auraient jamais eu ce courage-là, et pour autant aujourd'hui je prends la parole devant beaucoup de monde assez régulièrement, mais bravo à vous. C'est l'occasion aussi pour tous ceux qui vous accompagnent cet après-midi, peut-être de rentrer pour la première fois au sein de la Cour d'appel de Chambéry. Donc je me permettrai juste 2 mots pour que vous regardiez autour de vous cette salle que l'on appelle la salle Sénat de Savoie et qui appartient à l'histoire de tous les Savoyards. Puisque si vous regardez de ce côté-ci, vous avez une stèle qui vous rappelle que c'est en ce lieu qu'ont été proclamés les résultats du plébiscite du rattachement de la Savoie à la France. Cela vous rappelle également l'époque. Vous avez de ce côté-là Napoléon III, ce qui est toujours assez étrange. En tout cas, pour moi, ça l'a été la première fois où je suis rentrée dans cette salle, de trouver un portrait politique, Napoléon III. Mais cette salle fait mieux. Tournez-vous. Et nous avons Nicolas Sarkozy en face de nous. Et en réalité, c'était un lien qui nous avait été demandé de faire, je n'étais pas là à l'époque, j'en hérite, avec Napoléon III. Pourquoi ? Est-ce que ça met en cause l'indépendance de l'autorité judiciaire ? Non, ça replace en réalité ce palais de justice dans une histoire politique de la Savoie. Le judiciaire, le politique, il pourrait nous manquer le religieux, et en fait le religieux est partout aussi dans cette cour d'appel. Dans cette salle-là, on s'interroge, à savoir est-ce qu'on a la tête de Salomon, en tout cas pour moi, sur mon siège, ou pas. On ne le sait pas bien. Ce qui est certain, en revanche, c'est à l'issue de l'après-midi, ou pour tous ceux qui, en fait, pour vous tous, parce qu'il n'y a que nous qui allons partir en délibéré, donc vous allez avoir un temps certain, certaines années, vous pourrez passer dans le couloir qui est juste là derrière, et vous aurez la chasuble de Saint-François de Sales. Et vous aurez, au fond de ce couloir, un immense tableau qui représente également Saint-François de Sales, parce que nous sommes dans la salle Favre. En tout cas, la salle Favre est juste en dessous, mais vous avez la statue là devant. Et c'était 2 amis très proches, et ne jamais oublier que ce Saint-François de Sales était docteur en droit. Voilà, c'était pour bien vous accueillir au sein de cette cour d'appel. Maintenant, place à notre après-midi d'éloquence. Et Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers jurys, chers finalistes, chers spectateurs, c'est avec plaisir que nous vous indiquons que s'ouvre la 14e finale du concours d'éloquence Antoine Fabre. Ce concours existe maintenant depuis 14 ans et fort d'un succès, aujourd'hui nous avons la chance d'être accueillis dans cette magnifique salle de la Cour d'appel de Chambéry.
Avant de débuter, je tenais à vous adresser ces quelques mots. Éloquence rime avec prestance, la prestance. Cela renvoie à une idée d'image, de caractère, de manière d'être. Les Grecs avaient conceptualisé cette idée sous le terme d'éthos. Cet éthos est une des bases de la rhétorique. Bien l'utiliser est l'essentiel dans le cadre de l'éloquence. Il représente la forme du discours. Mais dans un tel concours, se limiter à de belles envolées lyriques ne suffit pas. En effet, il est essentiel d'apporter de la substance, une idée, une pensée, en somme, un fond. Je vais vous présenter nos 4 finalistes dans un instant. Il n'est nul besoin de vous préciser que pour en arriver là où ils en sont, ils ont su habilement allier un argumentaire rigoureux et convaincant de façon structurée et persuasive. Alliant créativité et agilité, nos 4 finalistes ont réussi avec brio à passer les phases qualificatives et les demi-finales. J'en profite pour remercier les 23 autres participants de ce concours. J'en ai reconnu certains d'ailleurs dans la salle. Ils ont relevé le défi et ont en conséquence contribué à la réussite de cet événement. Vous pouvez les applaudir. Vous conviendrez, à la vue de ces quelques mots, que je n'ai moi-même jamais gagné le concours d'éloquence, ni même prétendu arriver en finale. Ainsi, je vais vous présenter nos 4 finalistes. Raphaël Furéguian, qui est en licence 3 de droit public, premier demi-finaliste qualifié. Il défendra le sujet « Peut-on rendre une justice indépendante dans une société d'influence ?» Il prendra le parti pour. À sa gauche, Léa Forestier, étudiante en Master 1, droit des dommages corporels, première qualifiée pour la demi-finale. Elle défendra le même sujet, mais la version contre. Et en réalité, nous commencerons par nos 2 autres finalistes, et à commencer par Léa Lunessiero, étudiante en 2e année de droit, qui est notre Benjamin de cette édition. Elle défendra le sujet « Faut-il sacrifier l'excellence pour l'égalité ?» Elle prendra la position pour. À sa droite, Maxime Rudaz, étudiant en L2 d'histoire, qui nous fait l'honneur d'être un candidat non juriste à être parvenu jusqu'à cette étape. Chaque candidat disposera de 8 à 13 minutes afin de défendre sa position pour ou contre sur leurs sujets qui ont été imposés. À présent, je redonne la parole à Madame la Première Présidente. Alors, faut-il sacrifier l'excellence pour l'égalité ? Madame Lunessiero, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du jury, il y a des faits que l'on refuse d'entendre, des idées que l'on érige en vérité et des injustices que l'on dissimule sous les oripeaux du mérite. L'excellence, voilà un mot qui brille, qui séduit, qui impose le respect. L'excellence, nous dit-on, est un sommet, la consécration du mérite. Mais de quel mérite parle-t-on ? Et que dire de l'égalité ? En voilà un mot qui dérange. Ce mot questionne les hiérarchies établies et trouble parfois les certitudes des plus assis d'entre nous. Dans ce temple du droit où nous nous trouvons aujourd'hui, nous savons mieux que quiconque que la justice ne se contente pas de proclamer de simples principes. Elle les met également face à la réalité des faits. Nous aimons croire que l'ascension est ouverte à tous et que seul le talent permet de distinguer les meilleurs. Mais si cela était vrai, pourquoi voyons-nous sans cesse les mêmes visages au même poste ? Pourquoi certaines élites se reproduisent plus qu'elles ne se renouvellent ? L'excellence ne serait-elle pas en réalité le nom communément donné au privilège que l'on refuse de remettre en cause ? Nous voilà alors face à un questionnement à la croisée de l'éducation, de l'éthique, mais également de la société en règle générale. L'excellence est-elle un idéal à protéger ou un instrument qui sert à exclure ? Faut-il sacrifier l'excellence
au profit de l'égalité? À cette interrogation, je vous réponds sans ambages, oui, il faut sacrifier une certaine partie de l'excellence au profit de l'égalité. Non par goût du nivellement, non par aversion à la performance, mais parce qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, excellence et élitisme se confondent, reléguant alors l'égalité à un idéal lointain, un mirage pour les moins favorisés d'entre nous. Alors, qu'est-ce que l'excellence, si ce n'est la recherche du meilleur, de la performance ultime? Je vous l'accorde, sur le papier, l'excellence semble être un idéal louable, une quête de dépassement. Mais examinons la réalité. Trop souvent, ce que nous appelons excellence n'est en réalité que la consécration d'une élite déjà favorisée. Nous proclamons que la France est une méritocratie et que seule la valeur permet de se distinguer et d'exceller. Mais les faits nous disent l'inverse. Selon l'INSEE, en 2022, un enfant issu d'un milieu favorisé avait 10 fois plus de chances d'intégrer une institution prestigieuse face à un enfant venu d'un milieu populaire. 70% des élèves venant des classes préparatoires étaient également issus de ces mêmes cercles sociaux. Et à diplôme égal, les élites économiques et politiques provenaient de ces mêmes familles favorisées. Alors, avant même leur naissance, certains héritent de codes culturels, d'un accès facilité aux institutions, en règle générale, d'un environnement propice à leur réussite. L'idée même d'une méritocratie est faussée dès lors que les inégalités structurelles empêchent un individu d'atteindre son plein potentiel. Comme le disait Pierre Bourdieu, l'école ne corrige pas les inégalités, elle les légitime. Prenons d'ailleurs l'exemple des grandes écoles françaises, symbole pur de la méritocratie supposée. Que constate-t-on? Eh bien, malgré les prétendues réformes d'ouverture, l'écrasante majorité des élèves provenant de l'ENA, d'HEC ou encore de Polytechnique provient des mêmes familles aisées. Non pas parce qu'ils sont naturellement meilleurs, mais parce qu'ils héritent d'un capital social, économique, culturel, qui les prépare dès le berceau à ces concours sélectifs. Car non, tout le monde ne grandit pas à une table où l'on dîne avec du Voltaire ou du Rousseau en guise de conversation. Dès lors, l'excellence est-elle un réel mérite ou un privilège déguisé? Je vous le dis, une excellence qui n'est aujourd'hui accessible qu'à une poignée de privilégiés est une barrière, un frein, et non un moteur d'élévation collective. Car si l'excellence était purement fondée sur le talent et le mérite individuel, eh bien celle-ci ne serait pas héritée. Faut-il alors continuer à sacraliser un modèle qui exclut au lieu d'élever? Prenons un exemple plus concret. 2 enfants, tous deux nés le même jour de la même année. L'un grandit dans une famille favorisée. Il dispose de parents diplômés, d'un environnement propice à sa réussite, de réseaux bien établis, de professeurs attentifs, mais également, ne serait-ce que, de livres à la maison. L'autre grandit dans un milieu plus populaire et il doit savoir jongler entre son éducation, l'école et ses responsabilités familiales. Dans mon exemple, mesdames et messieurs, leur intelligence est similaire et leur potentiel est énorme. Mais leur destin est déjà scellé. Car l'un dispose dans ses mains de cartes que l'autre n'aura peut-être jamais l'opportunité d'avoir. Il n'y a pas là une once d'excellence méritée, mais une loterie sociale. Et ce constat ne date pas d'hier. Loin d'être un critère universel, l'excellence a toujours façonné une élite et servi le pouvoir mis en place. Regardons l'histoire. Dans l'Antiquité, dans l'Antiquité, Athènes proclamait la démocratie et favorisait le citoyen éclairé, tout en excluant du savoir les femmes et les esclaves. Sous l'Ancien Régime, les plus hauts postes de l'État n'étaient réservés qu'à la noblesse
Et que dire des femmes? Combien de femmes ont vu leurs travaux minimisés, voire attribués à des hommes? L'exemple de Rosalind Franklin, éclipsé dans sa propre découverte de l'ADN par Watson et Crick, illustre cette confiscation du génie féminin. Et l'exclusion ne s'arrêtait pas là, mesdames et messieurs. Non, au contraire, elle fut même proclamée de manière légale par le droit lui-même. Prenons l'arrêt Baldus, où le Conseil d'État, en 1900, déclara qu'il était tout à fait normal, légal et légitime d'exclure les femmes de l'accès au barreau. Sous quel prétexte? Eh bien, sous prétexte que le décret de l'époque réglementant la profession d'avocat ne mentionnait que les hommes avec un petit h. Je vous le demande, combien de Jeanne Chauvin ont-elles été laissées légalement dans l'ombre? L'excellence a été construite pour être un privilège. Il fallut attendre l'arrêt Calanque, 95 ans plus tard, avant que la Cour de justice de l'Union européenne ne rappelle que les quotas d'inclusion qui ont alors été mis en place, certes tardivement, mais qui ont eu l'opportunité d'avoir été mis en place, n'étaient quant à eux pas des privilèges, mais au contraire, des mesures correctrices des siècles d'exclusion. Ceux qui s'opposent à l'idée d'un aménagement en faveur de l'égalité oublient une chose, c'est que l'excellence n'est pas un capital fixe, mais un potentiel qui, sans opportunité, reste inexploité. D'ailleurs, sans ces combats en quête d'égalité, Madame la Présidente, femme du jury, camarades universitaires, mais également femmes du public, où en serions-nous aujourd'hui? Alors, dans quelques instants, mon très cher contradicteur essaiera certainement de vous développer l'idée que favoriser l'égalité, ce serait alors renoncer au progrès, à l'innovation, et que nous baisserions alors les standards qui font de l'excellence ce qu'elle est elle-même aujourd'hui, sa vraie valeur. Mais je vous le dis d'avance, cette affirmation repose sur le postulat erroné qui voudrait que ces deux termes, excellence et égalité, soient nécessairement antagonistes. D'ailleurs, quelle valeur peut avoir une excellence qui ne résiste pas à l'inclusion? Une excellence qui redoute la diversité est une excellence fragile, ne reposant que sur une illusion. Le vrai sacrifice n'est pas celui de l'excellence au profit de l'égalité. Le vrai sacrifice est celui de tous ces talents qui ne peuvent encore éclore, faute de moyens. Imaginez un instant les milliers de Mozart en devenir qui n'ont jamais touché un piano, les Marie Curie qui n'ont jamais mis les pieds dans un laboratoire, ou encore les Albert Einstein qui n'ont jamais eu accès à une bibliothèque. N'est-ce pas là le véritable gaspillage de l'excellence? Dans un monde où la réussite dépend davantage du milieu de naissance que du mérite individuel, l'égalité n'est pas une menace pour l'excellence. Elle en est sa condition même de possibilité. Mon contradicteur s'accrochera certainement au dogme qui voudrait que l'excellence soit le fruit du travail, du mérite, et qu'il soit normal que seuls les meilleurs réussissent, se démarquent, excellent. Mais quelle valeur peut avoir une méritocratie où certains partent gravir une montagne avec un sac de plomb sur le dos, tandis que d'autres courent en ligne droite, poussés par la force du vent? L'égalité ne signifie pas donner à chacun la même chose. L'égalité signifie garantir à chacun les mêmes chances de départ. Comme le disait Amartya Sen, prix Nobel d'économie, la réussite ne dépend pas uniquement des capacités individuelles, mais des capabilités, c'est-à-dire des opportunités offertes. Sacrifier l'excellence? Non. Sacrifier l'élitisme, oui. Nous devons briser l'entre-soi élitiste et ouvrir nos grandes institutions à tous ces talents venus de tous ces horizons pour que l'excellence soit enfin un choix et non un privilège.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du jury, l'égalité n'est pas un frein, elle est une force. Elle ne détruit pas l'excellence, elle la libère. Comme le disait Kennedy, l'égalité des chances ne garantit pas l'égalité des résultats, mais elle garantit à chacun la possibilité d'exceller. Nous proclamons l'égalité des droits, oui, mais nous oublions l'inégalité des moyens. L'excellence doit être un horizon ouvert à tous ceux qui s'en donnent les moyens. Ne nous trompons pas de combat. Il n'est absolument pas question ici de nivellement vers le bas en ouvrant l'excellence à l'égalité, mais d'un accès universel au sommet. Car une excellence qui exclut est un mensonge et fragile, tandis qu'une excellence qui se construit sur la diversité et l'inclusion est une promesse pour l'avenir. Je suis de ceux qui pensent que la véritable excellence est celle qui élève sans écraser, qui brille sans exclure, qui inspire sans dominer. Et vous ? Merci de m'avoir écouté. Monsieur Maxime Rudaz, alors, faut-il sacrifier l'excellence pour l'égalité ? Je dénonce, madame, la facilité. Plus que cela, je dénonce la cupidité. Comment, avec autant de lâcheté, non pas la vôtre personnellement, mais celle d'une époque qui cherche désespérément à nous faire avaler à toutes les sauces que l'égalité est une marque supérieure de modernité. Non, madame. Non, messieurs, mesdames du jury, je vous le dis. L'égalité n'est pas une chance, et elle ne mérite pas qu'on lui sacrifie l'excellence, car l'excellence, elle, est une chance. Le petit-fils d'agriculteur et d'ouvrier que je suis, le fils modeste d'artisan, mais fier, vous le dit. Je suis le fruit de l'excellence. Non sans trop confiance en moi, avec humilité, je vous le dis. Oui, je suis de ceux qui ont réussi quand tous leur disaient qu'ils n'y arriveraient pas. Je vais vous faire une confidence. Pour être ici, en Savoie, moi, l'Isérois de naissance, j'ai refusé à Sciences Po, j'ai refusé à la Sorbonne, j'ai refusé des grandes écoles où on m'avait pourtant accepté sur concours, moi qui ne suis le fils de personne. Et pourtant, je suis là. Fier, très fier je suis. L'excellence est pour nous, les petits, ceux qui ne sont personne, qu'on n'écoute pas, les gens de nulle part et de partout, une chance. Une chance. Alors, pourquoi nous en priver quand on peut enfin briller ? Oui, les hommes naissent et ils demeurent libres et égaux en droit. En droit, oui. Mais les hommes naissent-ils égaux ? Non. La nature nous a fait grands, petits, fins, gros, blancs, noirs, en forme, malades, etc. Personne n'entre dans la vie de la même façon. Et c'est ça qui fait sa beauté. Faudrait-il donc renier la nature pour imposer bestialement une égalité nulle ? Allons, ne nous prenons pas pour Dieu. Spinoza affirme, tout comme Descartes, que l'homme recherche désespérément la perfection. C'est l'ouvrage de sa vie. Et oui, l'excellence nous rapproche de la perfection. Cette quête nous rapproche du but de l'existence, la perfection. Faudrait-il donc renier la nature humaine ? Non, je ne crois pas. La vie est dure, oui, mais c'est une course effrénée dans laquelle on s'élance, tels des saumons qui remontent la rivière à contre-courant pour aller pondre et donner la vie.
Oui, la vie est dure, mais c'est pour ça qu'elle est bien, c'est pour ça qu'elle est forte, c'est pour ça qu'on l'aime, la vie, parce qu'elle est dure. Qui voudrait d'une vie facile? Et même pour ceux que vous affirmez le fruit de l'élitisme qui semble avoir une cuillère d'argent dans la bouche, non, la vie n'est pas simple. La vie n'est simple pour personne. L'égalité, je le dis, est profondément inégale parce que naturellement, nous ne sommes pas égaux. L'égalité crée de l'injustice, de la rancœur, elle crée de la haine, elle nous pousse à mal agir et on finit par se retrouver là. L'excellence nous pousse naturellement à tirer le meilleur de nous-mêmes, non pas uniquement dans l'objectif de réussir, mais dans l'objectif de s'élever socialement, sortir du cadre qu'on a voulu nous imposer par la vie. Oui, l'excellence n'est pas parfaite, mais elle prend acte de nos différences et nous pousse à les exploiter pour exceller. Pourquoi ? Pourquoi vouloir nous imposer l'égalité au profit d'une nullité ubuesque que je dénonce des générations qui arrivent et qui approchent, à qui on veut faire manger encore et encore de l'égalité partout? Vous avez cité George Sand, c'est très juste. George Sand disait elle-même « On ne doit pas donner l'égalité aux femmes, elles doivent la gagner par elles-mêmes. » C'est une preuve d'excellence. Les femmes sont des êtres excellents. La France compte aujourd'hui 10% d'analphabètes, mais l'on continue de prôner l'égalité, sans limite, sans cadre, sans sanction. Il ne faudrait pas blesser l'enfant, attention, il ne faut pas gêner. Il ne faudrait pas être injuste, pourtant on l'est, parce qu'on est égaux, parce qu'on cherche à être égaux. Mais arrêtez, ça suffit. Vous ne voyez donc pas le souci? On veut des enfants qui réussissent, oui, mais pas parce qu'ils sont sur un bout de papier. On veut des diplômes qui ont de la valeur, pas des morceaux de papier creux. Quand 91% des gens en France aujourd'hui ont le baccalauréat, quelle est la valeur du baccalauréat que j'ai passé moi-même, moi, le fils de personne? Les hommes ne sont pas égaux, sauf dans une chose, la mort. Et face au jugement de Dieu peut-être, rappelez-vous, Victor Hugo, que les enfants ont oublié aujourd'hui. Je vous le cite. Je vous affirme à tous, écoutez bien ma voix. Ceux qui vivent dans les bois m'entendront. Que le Seigneur, le Dieu des esprits, les prophètes, voient ce que vous pensez et sait ce que vous faites. C'est bien, continuez, grand, petit, jeune, vieux, que l'avare soit tout alors que l'envieux rampe et morde en rampant, que le glouton dévore, que celui qui faisait le mal le fasse encore, que celui qui fut lâche et vil le soit toujours. Voyant vos passions, vos faveurs, vos amours, j'ai dit à Dieu, Seigneur, jugez où nous en sommes, considérez la terre et regardez les hommes, ils brisent tous les nœuds qui devaient les unir. Et Dieu a répondu, certes, j'arrive, l'égalité est un tort. Selon l'INSEE, que vous avez cité, les quotas gouvernementaux que nous avons imposés sous François Hollande pour obliger un nombre minimum de femmes dans le gouvernement sont pour la plupart des femmes, à 70%, une erreur. Pourquoi? Car il arrive trop souvent qu'on nomme une femme parce qu'il faut nommer une femme. À tort, il y a tellement de talent dans la gente féminine. Mais il y a aussi tellement de talent dans la gente masculine. Et tous méritent, vous avez raison, là, d'être exprimés. Au regard du silence, je pense. Racine nous dit très justement, écoutez le silence, vous n'y entendrez qu'une seule chose, le poids de la vérité. Et c'est vrai, l'égalité n'est pas une vérité. L'égalité est un brouhaha strident qui fracasse, qui brise, qui déconstruit des années de création, qui envoie par pleine pelletée des générations complètes dans l'échec. Parce que l'excellence est injuste, l'élitisme est dangereux, la reproduction sociale est un mal, peut-être.
Mais si Dieu avait été dans l'égalitarisme, Caïn n'aurait pas tué Abel. Il faut replacer les choses où elles doivent être. Le monde et la nature n'est pas égal, pourquoi l'homme devrait chercher à l'être? Égalité, et ce n'est pas vrai, l'égalité n'est pas un progrès. L'excellence n'est pas un progrès, l'excellence est une tradition que la France doit cultiver, qu'elle a toujours cultivée par ses grandes écoles, par ses grands talents, par ses grands auteurs, par Hugo, Voltaire, Chateaubriand. Il y a tant de Chateaubriand qui demandent à exceller. Alors laissons-les exceller plutôt que de vouloir leur dire non, 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 vous devez tous être pareils, égalitaires. Eh bien moi, à l'égalité, je dis non. Moi, à l'égalité, je préfère l'équité, le cas par cas, une justice plus égale, peut-être. Enfin, mesdames, messieurs, madame, mesdames, messieurs, il me vient une idée. Je regarde vers vous et je me dis que peut-être, si nous sommes tous ici, c'est que nous avons excellé à un moment, alors que nous n'y étions pas destinés, moi-même. Alors, imaginons un instant que ce soit quelqu'un d'autre à notre place, et pourquoi il la mériterait mieux que nous. Et rappelez-vous que c'est parce que vous avez excellé. Je vous remercie. Souhaitez-vous répliquer? Mon cher, nous voilà alors d'accord sur un point. Nous ne devons pas avoir peur ni blâmer l'excellence. Il n'est pas question ici de se dire que l'excellence est une bête noire et qu'il faut absolument proclamer l'égalité à tout bout de champ, se dire que les injustices que nous vivons actuellement sont toujours de la faute des inégalités. L'excellence est essentielle, je suis moi-même d'accord pour le dire, au progrès collectif. Certaines personnes, arrivant à se démarquer des autres, peuvent impulser celles qui ont un peu plus de mal à se démarquer. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Simplement, aujourd'hui, et je le répète encore une fois, nous parlons trop souvent d'excellence, alors même qu'il s'agit d'élitisme. Prenons un exemple, l'exemple de la Finlande. Ce pays a bien compris l'importance de l'égalité en faveur de l'excellence, justement. L'égalité qui puisse jouer et apporter quelque chose à l'excellence du pays. Et il se basa sur un système d'éducation basé sur l'égalité des chances. Justement, ce pays a refusé de croire que nous naissons tous avec des échelles plus ou moins élevées ou non. Et au sein du système éducatif, il n'y a plus de notation et les quotas sont resserrés entre les élèves et les élèves ne se font plus comparer. Et actuellement, les performances scolaires et éducatives de la Finlande dépassent celles des pays ultra-compétitifs, tels que les États-Unis ou encore la France. J'ai relevé dans votre discours, vous sembliez dire et vouloir persuader notre jury ainsi que le public que le monde naissait inégal, que nous naissions tous inégaux. Et puis, quelques instants après, vous nous proclamez un soupçon de discours féministe et de lutte des classes. Monsieur, Simone Veil se retourne dans sa tombe. Comment peut-on proclamer que le monde naît inégal et l'instant d'après, proclamer un discours qui est pour l'égalité et l'inclusion de tous et que tout le monde saura se défaire et se exceller, même en partant d'une échelle plus basse que les autres? Est-ce que Simone Veil aurait alors dû dire que les femmes devaient rester à l'endroit où le monde les avait posées? Je ne pense pas. Merci.
Je ne crois pas que Simone Veil se retournerait de là où elle est. Je ne crois pas parce qu'elle était profondément croyante et qu'elle savait une chose, c'est que le monde est régi par des lois qui nous dépassent. Les hindous le pensent, les bouddhistes aussi. Ils pensent que nous sommes responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons dans la vie actuelle et que nous devons consacrer notre vie à faire le bien, à exceller, pour espérer dans une autre vie avoir une meilleure condition. Non, je ne crois pas que Simone Veil se serait retournée dans sa tombe. Je ne crois pas non plus que les femmes auraient dû rester là où elles sont. Mais pourquoi nier que Dieu a fait des hommes riches, pauvres, gros, petits, blancs, noirs? C'est un fait. Il y a des inégalités. Le monde est inégal partout où vous regardez. Vous voyez des gens qui ne vont pas bien. Prenez Paris, la capitale, le faste partout. Ces femmes en manteau de fourrure qui marchent devant des SDF qui dorment sur des bouches d'égout. L'inégalité est partout. Le monde est inégal. Pourquoi le contester? On ne peut pas le nier. Non, je ne crois pas non plus que l'excellence soit un élitisme. Il y a de l'élitisme dans l'excellence. Pourquoi le nier? C'est un fait. Mais pourquoi condamner l'excellence parce qu'il y aurait de l'élitisme? On ne condamne pas chaque chose qui est mauvaise, parfois elles sont bonnes aussi. Et je crois profondément que si nous renions l'excellence, alors nous renierions la France. Car c'est un esprit français, être excellent. Voltaire lui-même l'a dit un jour. Il faut être français pour être excellent. Chacun se bat pour ce qui lui manque, a dit un jour un capitaine britannique. Nous pour l'honneur, vous pour l'argent. Et le capitaine français lui répondit, chacun se bat pour ce qui lui manque. Nous avons la gloire et l'excellence. Je vous remercie. Le sujet que nous avons choisi, en fait, nous avons choisi les deux. On en a choisi un beaucoup plus large, voilà, puis un plus dans le temple de ce palais de justice. Peut-on rendre une justice indépendante dans une société d'influence? Monsieur Raphaël Cuillerguian, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, honorables jurys, chers membres du public, en cette belle journée, permettez-moi d'ouvrir un livre d'avenir où la justice soupire. Un monde où la balance a perdu son fléau, où les lois se rédigent au creux des studios. Ici, point de juge, point de robe noire. C'est en prime time que la justice déboire. Les procès se jouent sous les projecteurs et le verdict dépend des chroniqueurs. Levez-vous, la cour est ouverte, mais que chacun attende, reste bien en alerte. Car ici, le juge n'est plus le seul à juger. Chaque décision doit être validée. Sur l'écran géant, sourire éclatant, chemise blanche, verbe bondissant. Mes chéris, bienvenue sur TPMP. Prenez place et faites entrer l'accusé. Les caméras s'agitent, la lumière s'allume, l'accusé se lève. Un murmure s'exhume. Les faits, un détail, une anecdote superflue. L'important, c'est le clash, la tension, la vue. Allez-y, mesdames et messieurs, on lance un sondage. Votez en direct, vous, coupable ou innocent? Les chiffres défilent, le public s'exclame, les chroniqueurs s'agitent là. Le juge prend la parole, tente une dernière déclaration. Mais soudain, interruption, Pascal Praud entre en action. Mais monsieur le juge, mais attendez, vous allez vraiment rendre un verdict sans me consulter? Oui? Mais c'est une honte! La caméra zoom, il s'agite, il s'enflamme, il tape du poing, il renverse son âme. Non mais attendez, non mais on marche sur la tête ou quoi là? Mais regardez l'accusé, regardez sa tête, regardez ses traits de visage, sa posture. Il n'a pas une tête d'innocent, lui. Les juges stoïques, muets, les regards figés, les visages fatigués. Ils savent que leur procès ne dépend plus d'eux, mais du verdict, hurlé par la public fêleux.
Les audiences ne se font plus dans le secret. Ils s'organisent à coups de débats télévisés. Les preuves, une formalité dépassée. Les avocats, un décor masqué. Alors, mesdames et messieurs, faut-il s'y résoudre? Faut-il voir la justice anéantie sous la foudre, quand l'éclat des écrans en dicte le sort et que l'influence en pervertit le sort? Non. Car c'est bien cela qui nous rassemble aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous mentir, ce monde post-juridico-apocalyptique m'a effrayé. Et lorsque ce sujet m'a été posé, peut-on rendre une justice indépendante dans une société d'influence? Je ne savais pas par où commencer. Alors, en tant que bon journaliste de la République, je me suis mis dans la peau de Benjamin Duhamel et je suis allé interviewer certaines personnes. Parmi elles, un étudiant en droit privé. Justice indépendante? Oui, mais est-ce que ça concerne le milieu notarial? Non? J'ai aucun intérêt de répondre, mais il n'y a pas de plus-value. Mais tu sais très bien, privatiste, matérialiste. Ça va, je vous taquine. Un chargé de TD, doctorant en droit public. Justice indépendante, oui. L'indépendance juridictionnelle, lorsqu'elle s'émancipe du plan isomorphique des normativités externalisées, s'opère dans un régime d'hyperdensité juridico-performative qui s'auto-accule dans la phase symbolique. L'influence devient résiduelle lorsqu'elle est absorbée par une hétéropie prétorienne à forte volatilité institutionnelle. Il ne s'agit plus de juger, mais de subsister dans l'acte juridictionnel comme modalité autotélique, dans un ordre des institués. Prof, vous faites cette tête, mon garçon. Vous n'avez pas compris? Mais vous êtes un étudiant en 3e année, quand même. Enfin, voyons. Soit. Une amie candidate à Miss France. Justice indépendante, oui, mais Raphaël, c'est pas la priorité. Il faut avant tout la paix dans le monde. Qu'on sauve les bébés phoques en Outre-mer et qu'on combatte le cancer. Fais attention, Raphaël. Pardon. Un écologiste. Justice indépendante, oui, mais il faut avant tout prendre en compte le besoin énergétique. Parce qu'en robe noire, le bilan carbone est dramatique. Pourquoi pas? Et enfin, Emmanuel Macron. Monsieur Raphaël, pardon de le dire, mais je n'ai pas d'amis. Et ce n'est pas ce que je vous avais demandé, Monsieur le Président. Ah oui, eh bien, pouvons-nous faire l'usage d'un 49.3? Et moi, si on m'avait posé la question, pouvons-nous rendre une justice indépendante dans une société d'influence? Qu'est-ce que j'aurais répondu? Voici ce que j'aurais répondu. Mesdames et messieurs, vous pouvez soupirer. Vous pouvez penser comme tant d'autres, la justice vacille, elle se plie, elle se noie, c'est fini. Cher jury, je vais vous faire une confidence. Moi aussi, j'ai douté. J'ai douté en revoyant l'affaire Outreau. J'ai douté en regardant Pascal Burgot, Fabrice Blanc. Jeune magistrat, seul, acculé, dévoré par le vainqueur. Il s'est trompé, oui, mais l'erreur d'un homme n'est pas la faillite d'une institution. Elle en est le rappel, le réveil, le sursaut. Ma contradictrice ici présente brandira l'affaire Outreau. Elle aura raison, c'est une cicatrice. Elle dira, voyez, le juge est faillible, il a vacillé, il a plié, il a été influencé. Mais moi, je vous le dis ici avec gravité, l'affaire Outreau n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Oui, un homme a failli, mais une institution s'est relevée. Il ne faut pas nier l'échec en refusant. Il faut protéger la justice, car depuis l'affaire Outreau, les collégialités ont été renforcées, les droits de la défense réaffirmés, l'humilité enseignée. Tout a été combattu. Car c'est ici, mesdames et messieurs, la grandeur d'une institution vivante. C'est de ne jamais plier, toujours se relever. Car oui, le juge est un humain, mais un humain protégé contre ses propres failles. Un humain contenu dans une architecture de garde-fous, forgé par le droit, l'éthique, l'histoire, la République. Le juge est inamovible. Article 64 de la Constitution. Le juge est juridictionnellement irresponsable, sauf pour faute. Le juge est à l'abri des consignes. Aucun ministre énarque peut lui dire quoi faire. Il est encadré par le Conseil supérieur de la magistrature, indépendant, par ses pairs. À l'École nationale de la magistrature, et certains ici
les futurs propos vont vous rappeler des souvenirs. Dans la formation humanité judiciaire, on forme les futurs magistrats à 3 piliers en particulier. L'impartialité comme discipline, l'humanisme comme vertu, l'indépendance comme devoir. Cette indépendance, c'est un legs de Montesquieu qui écrivait « Il n'y a point de liberté si la puissance de juger ne se fait sans liberté. » C'est l'œuvre de Portalis qui rêvait d'une justice digne, austère, lente, qui est insoumise au tumulte. Car oui, le juge n'est pas un héros. C'est un mur, c'est un rempart, c'est une digue entre la passion et le droit. Et oui, mesdames et messieurs, tant que cette digue tiendra, alors je me tiendrai ici devant vous et je vous dirai, oui, on peut rendre une justice indépendante dans une société d'influence. Et permettez-moi désormais de vous parler de ceux qui ont tenu et ceux qui tiennent encore. On me dira, mesdames et messieurs, oui, le juge est un humain. Qu'un humain parfois se fatigue, qu'un humain s'épuise, qu'un humain parfois se soumet. Alors je ne vous répondrai pas par des concepts, je vous répondrai par des noms. Eva Joly, juge d'instruction dans l'affaire ELF, affaire qui l'a fait s'exiler de la France. Pourquoi, me diriez-vous? Parce qu'elle a été menacée de mort. Pourquoi menacée de mort, me direz-vous encore une fois? Parce qu'elle a fait tomber conjointement avec une autre magistrate un réseau d'hommes politiques corrompus. C'était ça. En 1998, elle a mis en examen Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, qui a été forcé de démissionner à la suite. Pourquoi? Abus de réels de liens sociaux. Et oui, pour le droit, votre fonction n'importe peu. Il lui est guère. C'est vos actions qui priment. Il y a Renaud Van Ruyenbeck, paix à son âme, juge tentaculaire des affaires Urba, Clearstream, Karachi. Face à lui se trouvaient les puissants. Derrière lui, en soutien, se trouvait le droit. Entre les deux, un homme droit. Il n'a pas confondu la prudence et la peur. Il n'a pas confondu la passion et le droit. C'était un magistrat de gauche. Et par ses actions, il a fait tomber le gouvernement en place, Parti socialiste. Je veux vous parler de Jean-Michel Gentil, qui pour les puissants n'est tout sauf gentil. Dans l'affaire Bettencourt, face à lui, un président de la République. Les caméras sont partout. On le suit, on le traque, on le menace de mort, on lui envoie des lettres, on le menace de le radier. Mais il a tenu, le juge solitaire. Il a tenu. Pas pour refuser de se soumettre, mais pour refuser l'exception. Et il y a également ceux qu'on ne cite pas, ceux qui sont à Bayonne, à Ajaccio, à Lille, à Caen, à Chambéry, ceux qui jugent sans lumière, sans armure, sans rien. Si, une conscience de rendre justice au nom du peuple français. Cela existe, ils sont là, peut-être parmi vous. Ils résistent. Ils ne tweetent pas, ils ne séduisent pas. Ils tiennent. Ils sont les héritiers de Portalis, les enfants de Montesquieu, les descendants des juges de Nuremberg, qui ont montré au monde entier que le droit n'est pas un bras, c'est une voix. Une voix qui dit non, même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. Mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un moment qui existe dans la vie d'un représentant de la justice. Un moment où l'on comprend que l'on ne parle plus pour soi. Un instant suspendu, un souffle d'histoire. Le serment. Je le jure. Ces mots me font penser d'abord à ceux qui ont quitté la robe, les anciens, les sages, ceux qui rendaient la justice quand le téléphone sonnait encore à cadran, ceux qui ont vu passer des réformes, des lois, des ministres, mais qui ont toujours tenu. Car dans chaque mot qu'ils ont prononcé, ils ont laissé une empreinte indélébile. Ce sont les bâtisseurs. Et eux aussi, un jour, ils ont dit « Je le jure ». Je pense également à ceux qui aujourd'hui, ici même dans cette salle parmi vous, jugent
des magistrats, des procureurs, des avocats, qui portent sur leurs épaules le poids de l'héritage judiciaire. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, et parfois même ils n'ont pas le droit au doute. Mais ils continuent. Et dans chaque silence, ils défendent l'état de droit. Vous êtes les gardiens. Et chaque matin, vous vous réveillez. Et dans votre subconscient, même sans le prononcer, car c'est là, c'est dans votre âme, vous le dites, je le jure. Et je pense également à vous, mes amis, à vous, mes camarades, à vous, mes futurs collègues, à vous, étudiants de l'université Savoie-Mont-Blanc, ceux qui révisent, ceux qui espèrent et qui parfois s'épuisent, ceux qui rêvent d'être avocats, magistrats, juges, greffiers. Le jour viendra où vous prononcerez ces mots, et ce jour-là, vous porterez plus qu'un serment. Vous porterez vos heures de travail. Vous porterez des sacrifices silencieux. Vous porterez, mesdames et messieurs, votre honneur et la promesse d'un monde plus juste. Vous ferez la fierté de vos proches. Vous rendrez justice au nom du peuple français. Et ce jour-là, vous comprendrez. Vous êtes l'histoire, mesdames et messieurs, les héritiers. Et ce jour-là, vous direz vous aussi. Je le jure. Alors aujourd'hui, je me tiens devant vous tous, avec respect, avec flamme, avec dignité. Et oui, la justice peut être indépendante dans une société d'influence, parce qu'elle est bâtie par les anciens, protégée par les gardiens et rêvée par ses héritiers. Et moi aussi, un jour je le dirai, viendra mon tour. Mesdames et messieurs, je le jure, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, chère auditoire, méfiez-vous. Méfiez-vous de moi. Et méfiez-vous des concours d'éloquence et prenez de la distance avec les discours que l'on vous sert. Dans votre écrin de pureté, restez détachés. Et pour échapper au vent de l'influence, soyez un roc dans une mer agitée, soyez un phare que nul courant ne dévie, soyez un juge que nul murmure n'effleure. Méfiez-vous de tout, jusqu'à vous-même. Mais alors, jusqu'où fuir, jusqu'où nier tout ce qui vous traverse? À force de vouloir être indépendant, ne risquez-vous pas d'être absent? Peut-être, au lieu de lutter contre le vent, devriez-vous en écouter le souffle. Peut-être, au lieu de fermer les yeux, devriez-vous regarder le monde qui vous entoure. Mais regardez-le vraiment, comme un organisme vivant. Les colonnes du palais, dressées comme des artères, où circule un sang de papier, parce que les audiences battent, systole sévère, diastole lente des délais. Les robes noires, membranes judiciaires, filtrent le droit comme un poumon austère, tandis que la sentence, un flux nerveux, se propage en silence fiévreux. D'ailleurs, les médecins spécialistes du cœur n'ont pas de meilleurs clients que les hôtes habituels du palais de justice. Alors, chers contradicteurs, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Alors, je m'excuse par avance si mes mots viennent à vous heurter le cœur, mais la justice est aussi dépendante de la société que le cœur l'est de la raison. Donc, je ne ferai pas le plaidoyer d'une justice aseptisée, sans cœur, tout simplement parce que je n'y crois pas. Non, moi je crois que la justice bat au rythme de l'humanité, au rythme de la société, qu'elle avance au gré du temps, avec l'humain comme carburant. Et devant vous, à ma place, vous écoutez. Vous écoutez ce que le cœur défait, vous entendez la douleur dans les mots hésités, et vous regardez la peine dans les regards baissés. Peut-être aussi parce que oui, s'occuper du cœur des autres permet d'oublier le sien. Celui qui bat, derrière les robes noires, celui qui se lève dans son prétoire,
Celui qui écrit restitue chaque instant du procès comme pour capturer chaque moment de vérité. Celui qui est partagé à travers les yeux des jurés qui découvrent un monde qu'ils ne soupçonnaient à peine. Celui qui plaide avec ardeur et conviction, portant le poids de la défense ou de l'accusation. C'est aussi ça, l'influence de la société. Parce que l'on a besoin du cœur pour écouter. Et cette écoute illimitée est votre meilleur atout. Parce qu'ici, ce ne sont pas des pièces inventées par un auteur dramatique, habile à créer des fictions ayant l'apparence de la réalité. Les pièces qui se jouent devant vous dans ce théâtre de la vie sont des drames vécus. Les acteurs ont souffert de véritables douleurs, pleuré de vraies larmes. Et la victime ne se relève pas à la chute du rideau pour venir saluer le public. Et écoutez, mon cher contradicteur, la justice se veut pure. Oui, mais le monde l'enlace. Car la société d'influence, ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité. Depuis 1972, c'est grâce à Gisèle que les femmes sont libres de choisir, que nos ventres ne sont plus des prisons à souffrir, que l'injustice a vacillé, que la vérité a pris corps. Heureusement que la justice écoute, qu'elle voit, qu'elle sent, parce qu'elle se nourrit du monde, de ses cris et de son temps. C'est grâce à la levée du huis clos, aux voix qui ont osé, que le fardeau de Madame Pellicot s'est enfin défait sur le poids des mots. C'est parce que la société a refusé de se taire que la justice a pu faire. Parce qu'elle s'imprègne des luttes, des colères. Se battre est réel. Alors oui, dépendante. Dépendante du réel, des voix, de la vérité. Dépendante de l'histoire, des luttes, des faits. Dépendante des cris, des silences et des non-dits. Dépendante des erreurs, des peurs, des interdits. Dépendante des vies brisées et des destins oubliés. Dépendante du progrès, des prises de conscience, de l'égalité. Dépendante des combats d'hier et des espoirs de demain. Dépendante des injustices que le temps ne cache plus. Dépendante des regards, des jugements, des opinions. Dépendante du peuple, de ses doutes, de ses révolutions. Dépendante de l'évolution, des réformes, des avancées. Dépendante du courage de ceux qui osent parler. Dépendante des lois qu'on écrit et qu'on réécrit. Dépendante des erreurs que l'on corrige et de celles que l'on oublie. Dépendante du monde, parce que juger, c'est aussi ressentir. Parce que de la société, il en faut pour la nourrir et pour la guider. Cette justice ne serait qu'un corps vide, incapable d'évoluer. Rendre la justice, ce n'est pas être enfermé dans la loi. Mais alors j'ai une question. Comment on rend la justice? Et puis qui rend la justice? Parce que moi, ces derniers temps, je me suis prise au piège. De la question à laquelle j'essaie de vous répondre aujourd'hui, je n'étais pas juge, et pourtant, j'ai été influencée, et j'ai été indignée. Alors nous nous sommes érigés en arbitres du juste et de l'injuste. Parce que la justice, c'est finalement une affaire de société. Et comme investi d'une mission, rendre la justice est presque devenu une œuvre commune. Je parle de ces foules qui se rassemblent aux portes du palais, de nos poings serrés, des pancartes levées et des slogans scandés, de ces messages collés. Pour Gisèle, on est resté. De ce procès, nous étions toutes des avocates. Sur ce prétoire public, il y en a eu des réquisitoires magnifiques. Et nous étions là, avec nos thermos de café, nos croissants tiédis par l'impatience, le temps qui s'étire entre deux audiences. À midi, on se relayait pour aller chercher un sandwich, le regard fixé à l'horloge qui tourne, mais sans vouloir presser le cours des choses. On le mangeait dans la file d'attente. C'était tout un pays, toute une génération. Et dans la salle des pas perdus, les regards livides. Et nous, maintenant, on surveille ces députés de près pour ce fameux avant-après au procès. Ces procès qui rendent émouvant et galvanisant ces retrouvailles. À l'aune des discussions qu'elles enclenchent, on relit sa propre vie à travers d'autres lunettes. Des événements qui nous paraissaient auparavant anodins, brusquement, prennent un relief complètement différent. Loin d'être un fardeau, cette dépendance est un lien. Celui qui unit la loi aux souffrances des siens. Alors, rendre une justice, mais pas dépendante de la vindicte populaire, du vacarme des écrans, des jugements hâtifs, des titres sensationnels, des polémiques éphémères. Je pose ma voix parce qu'à cet instant, il faut être prudent.
prudents du tribunal médiatique, de la justice dramatique. Derrière nos écrans, on s'approprie le juge, on vole l'institution. Et dans notre prétoire, mais sans robe noire, on érige des coupables. C'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est chaque mot que l'on laisse choir pour laisser croître un procès sans défense sur la place publique. Et le cycle reprend, tout va extrêmement vite. La rumeur s'étiole, un autre nom surgit, un autre nom scandale. Contraint d'être écouté, force est d'entendre, le juge citoyen est né. On veut tous entendre la vérité, mais on parle tout le temps. On réclame la justice, mais on la devance à chaque instant. Alors parfois, il vaudrait mieux se taire. Mais, persuadés d'être au-dessus des lois, certains s'arrogent le droit de prendre et de rendre leur propre justice. Si trop bas c'est marche ou crève, en haut c'est passe-droit sans trêve. Même les plus hauts responsables doivent être tenus responsables. Même sous les projecteurs, nul n'est au-dessus des lois. À Bernard, la justice ne s'est jamais laissée tapis sous son charme. Le tribun s'est tu. La justice, bien que lente, impose son pas et rappelle à tous qu'elle ne s'achète pas. Il voulait conquérir avec faste et éclat, mais l'excès de moyens a trahi ses pas. Pygmalion, comme un fantôme aux chiffres truqués, a fini par le rattraper, dossier bouclé. Et même l'avocat, tout puissant dans son art, ne peut duper la justice sans en payer le prix quelque part. Il a troqué la plaidoirie pour le grand sot, cet homme de mots rétifs qui manie les phrases, parfois trop captifs. Car dans la justice, il ne faut pas morétiser la clarté. Parce que c'est vrai, pour rendre la justice, la robe noire s'arme des mots. Et les mots influencent, glissent. Les mots effleurent, ils frôlent. Les mots rassurent, ils captent. Les mots enivrent, ils manipulent, ils séduisent, ils cajolent. Les mots enveloppent, ils dissimulent. Ils mentent, ils travestissent. Les mots tricotent, ils déforment. Les mots tordent, ils étouffent. Les mots brûlent, ils dévorent. Les mots brisent, ils fracassent. Les mots achèvent, ils consument. Les mots démolissent, ils calment. Ils sont les architectes du mensonge. Ils bâtissent des murs de phrases. Alors méfiez-vous. Inspirez-vous du monde, mais sans vous y noyer. Il faut peser sans écraser, trancher sans lacérer, comprendre sans plier, déchiffrer sans se perdre, décider sans se laisser guider. Pour rendre une justice faite par des hommes et pour des hommes. Pour rendre une justice dépendante de notre société d'influence. Car elle appartient avant tout à ceux qu'elle juge. Je vous remercie. Alors voilà voilà, la fin de cet après-midi. Nous avons longuement délibéré, vous en êtes rendu compte, il me semblait bien qu'une heure ne nous serait pas suffisant. Avant de vous donner notre délibéré, si ce délibéré a été long, c'est parce que, d'une part, on souhaitait souligner, puisque nous l'avons dit, l'excellence en matière d'éloquence que vous nous avez proposée cet après-midi. C'est une des meilleures sessions que nous ayons eues depuis plusieurs années. Donc bravo à tous les quatre, puisque on voit que vous avez travaillé cette éloquence et nous sommes impressionnés par votre prestation de cet après-midi. Nous sommes déjà rien que ça. Nous avons relevé votre courage, je l'avais indiqué dans la présentation tout à l'heure. Et puis vous avez eu le courage de vous lancer, parce que je parle du courage en introduction, mais là vous l'avez prouvé. Chacun dans votre style, vous nous avez proposé des choses diverses, originales, avons-nous noté. Et je voudrais aussi dire que à un moment où
on perd l'audience, ou ce sont des intelligences artificielles qui nous répondent au téléphone. L'art oratoire est d'importance, et je pense que ça, vous l'avez compris. Ce que vous venez d'accomplir cet après-midi, c'est un exercice qui vous sera utile une vie entière. Celui qui a le langage a aussi le pouvoir, et vous le savez bien. C'est pour ça que vous êtes là. Et vous l'avez d'ailleurs un peu traité cet après-midi. Et cet art oratoire ne doit pas être en revanche que de l'éloquence. Il doit être aussi ce qui est construit, ce qui est argumenté. Et ça, c'est le travail aussi qu'on voulait souligner que vous avez fait cet après-midi. Une fois que nous avons dit tout cela, le lauréat ou la lauréate de cet après-midi est Madame Léa Nunes-Hiro. Le deuxième à être récompensé cet après-midi est Monsieur Maxime Rudaz. Le quatrième à être récompensé cet après-midi est Monsieur Raphaël Cuiréguian. C'est le troisième. Oui, le troisième. Le troisième à être récompensé. Et donc, le quatrième à être récompensé cet après-midi est Madame Léa Forestier. Merci Madame la Première Présidente. Oui, quelques mots. Le Lions Club que je représente, je suis président des conciliateurs de justice, mais j'appartiens au Lions Club. Nous soutenons le concours Antoine Favre depuis l'origine, depuis 2012 exactement. Nous avons tenu à être aux côtés de l'association Juristes Entreprises dès le départ, d'une part pour saluer la mémoire des juristes qui ont appartenu ou qui appartiennent à notre club, mais d'autre part aussi parce que nous sommes très sensibles à cette dimension d'éloquence. Nous avons au Lions Club notre propre concours d'éloquence. Nous avons deux jambes, une jambe humaniste et puis une jambe humanitaire. Alors à ce propos, je donne rendez-vous à tous. Nous avons un mois d'avril extrêmement riche au Lions Club à Chambéry et Aix-les-Bains. Dans quelques jours, nous commençons à vendre les tulipes contre le cancer au Bourget du Lac. Nous avons planté 105 000 bulbes de tulipes à l'automne dernier. Nous allons les vendre. Nous allons aider ainsi des associations qui aident les malades ou qui font de la recherche contre cette maladie. Nous avons aussi, dans les tout prochains jours, les 1er, 2 et 3 avril, les journées de la prévention à Chambéry. Nous avons 1500 lycéens qui vont au stadium se sensibiliser aux risques qu'ils peuvent faire courir à leur santé ou que leur santé court, tout court. Et puis les 17 et 18 avril, nous aurons le Rallye Emploi à Chambéry. C'est une alliance citoyenne que j'anime et qui réunit aussi bien les acteurs de l'emploi que les entreprises et les syndicats patronaux. Et nous faisons vivre aux participants une journée de solidarité et d'acquisition d'un vrai savoir-faire en matière d'accès ou de retour à l'emploi. Voilà ce que je voulais dire. J'ai des chèques à remettre aux lauréats. Je vous les remettrai, si vous voulez bien, dans un instant. Merci. Je profite de cette belle assemblée pour dire que depuis des années, les lauréats du concours d'éloquence sont souvent candidats au concours de plaidoirie de Gaillard, qui est un concours qui réunit des étudiants en droit de Genève, de Chambéry, maintenant de Lyon. On a eu aussi des Parisiens l'année dernière.
un concours de très bon niveau, avec un jury. L'année dernière, c'était madame qui le présidait, donc un jury on ne peut plus prestigieux, et je le dis sans flatterie. Cette année, c'est le 11 octobre, à Gaillard. Alors, pour que vous sachiez, Genève est un quartier de Gaillard. Vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, Gaillard, c'est la frontière, quoi. Voilà. Donc, nous, avec mon ami qui est ici, on est à votre disposition tout à l'heure pour vous parler plus de ce concours. Pardon? Le thème et la présidente. Ah, le thème. Ah, je ne l'ai pas. Attendez, je ne l'ai pas par cœur. Voilà. Tenez. Vous l'avez là? Merci. Le thème que nous traitons cette année, c'est quand la violence conjugale n'est pas une agression, mais un enfermement. Et la question, alors vous êtes tous invités, hein, le contrôle coercitif doit-il être considéré comme une infraction autonome, distincte des violences conjugales? Voilà. 6 candidats, tirage au sort intégral, comme ici. Je plaide pour ou je plaide contre. Mais il y a effectivement la dimension juridique, n'est-ce pas, madame? Merci. Nous aurons cette année comme présidente, madame Isabelle Rome, qui est magistrate, ancienne ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous aurons aussi la personne qui a écrit sur le contrôle coercitif, qui est une chercheuse, et madame la présidente d'aujourd'hui, qui reviendra pour le jury, pour participer. Voilà. Vous avez commencé. Bien. Je vais juste vous dire quelques mots au nom de la faculté de droit et puis des collègues universitaires présents à mes côtés aujourd'hui pour vous dire qu'il nous a fallu établir un classement. Forcément, comme tout verdict, le verdict fait des heureux et des déçus. Mais au fond, on vous a tous trouvé formidables. On a été très impressionnés par chacune de vos prestations. Et je voudrais vous dire qu'on est très fiers de nos étudiants et de vous en particulier, et que vous avez su porter haut les couleurs de notre université. Et je voudrais vous remercier en étant convaincu que cette expérience vous sera très utile pour la suite de votre parcours. Au printemps, il y a 2 événements. Il y a d'abord le retour des fraises et il y a surtout la finale du concours d'éloquence. Ce concours, comme vous le savez, touche donc à sa fin. Il est temps pour nous de tirer le rideau, mais avant, j'aimerais remercier quelques personnes. À commencer par vous, Madame la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry. Comme chaque année, non seulement vous répondez présente à notre invitation, mais surtout, vous nous offrez la chance d'organiser la finale de cet événement au sein de ce lieu prestigieux qu'est la Cour d'appel de Chambéry, dans cette salle historique. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. J'en profite, alors elle n'est pas là, pour remercier Madame Ghislaine Vincent, qui est la greffière principale du tribunal et qui nous a aidés sur tout le volet administratif pour organiser cette cérémonie. Malheureusement, Madame Motaret-Bollon n'a pas pu être présente, elle s'en excuse, mais Monsieur Grégoire Calais, ici présent, vice-doyen de la faculté de droit de Chambéry, a répondu présent pour représenter cette faculté. Nous lui en sommes très reconnaissants. Monsieur Gérard Cusin, qui, comme il l'a souligné, est un partenaire de longue date, nous a renouvelé sa confiance. Et cela montre son engagement et son indéfectible soutien depuis plusieurs années maintenant à ce concours. Nous adressons également nos sincères remerciements à M. Sylvain Bernard, directeur de notre master, qui s'est prêté aujourd'hui au rôle de jury de ce concours. Madame Laurie Raymond, ici présente, a été notre enseignante de technique d'expression et d'argumentation. Notre histoire a commencé comme ça. Et puis, nous lui avons proposé de faire un cours aux 30 candidats qui étaient initialement présents.
ce dont elle n'a même pas réfléchi, elle a accepté immédiatement. Ce fut un honneur. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a été également jury de la première phase qualificative, puis de la demi-finale. Et la voilà maintenant dans ce siège pour cette finale. Et nous vous sommes très reconnaissants de cela, madame. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre association est également partenaire de l'association À cause des femmes, présidée par M. Jacques de Buire. Nous sommes heureux de la longévité de ce partenariat entre nos deux associations et des différentes interactions qu'il y a entre elles. Dans ce cadre, nous vous remercions d'avoir accepté d'être une fois de plus membre de ce jury. Enfin, nous tenions à remercier M. Anthony Pasco, qui est responsable juridique chez Somfy. Pour cette première année de partenariat, Somfy nous a fait confiance. Somfy, c'est une entreprise dynamique, de l'arc alpin, comme on aime bien dire. Et c'est toujours appréciable de voir que des entreprises de la région s'intéressent à des concours locaux qui, finalement, forment les professionnels de demain. Et aujourd'hui, vous nous honorez de votre présence et nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Vous, jury de la finale, vous représentez l'aboutissement de ce concours, la fin. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il y a eu avant. En ce sens, nous souhaiterions remercier l'ensemble des jurys, des phases qualificatives et des demi-finales. Certains sont présents ici, dans cette salle. Également, nous voulons adresser nos remerciements aux équipes administratives. J'ai remercié tout à l'heure Mme Ghislaine Vincent, mais également M. Florent Viau, qui n'est pas présent malheureusement aujourd'hui, également Mme Mallory Pellin, qui s'est occupée de la communication du concours. Je ne pourrais pas remercier tout le monde, tant de personnes sont intervenues, mais le cœur y est. Merci également à notre vidéaste, qui nous offre aujourd'hui la chance de pouvoir capter cet événement et qui sera bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube. And the last, but not least, comme disaient les anglo-saxons, certains avaient peur que je parle anglais, ils avaient peut-être raison. Cette fois-ci, ce n'est pas nous qui allons remercier, parce que depuis le début, je parle au nom de l'association. Mais là, cette fois-ci, c'est moi qui vais remercier, moi, Arnaud Douce. Quand on a repris cette association, on a décidé de me coller l'étiquette de président. On ne m'appelle plus Arnaud, on m'appelle président. Alors au début, c'est marrant. Et puis très vite, j'ai compris que oui, c'est marrant, mais il y a aussi un rôle derrière. Il y a des choses à faire. Et en fait, je me suis vite dit, ça va être compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul, que j'avais une équipe. Mais en fait, ce n'était pas une équipe. Cette équipe n'était pas là pour m'épauler. Non, elle n'était pas là pour me soutenir dans mes tâches. Toujours pas. Je n'étais pas celui qui faisait et déléguait les tâches. Cette équipe, c'était plus que ça. Nous étions une équipe à part entière, comme des associés dans une entreprise qui gère un projet en commun. Chacun réalisait ses missions. Et dans une forme d'anarchie symbiotique, nous sommes parvenus ensemble à organiser cet événement, sans oublier, bien sûr, tous les acteurs que j'ai pu précédemment citer. Et je terminerai, bien sûr, pour vous remercier, vous, les 4 finalistes, qui avez su monter le niveau. Et comme l'a dit la première présidente, c'était une année exceptionnelle. Donc nous vous remercions pour la qualité du spectacle, si j'ose dire, que vous nous avez offert. Ainsi, je dis à vous, la promotion qui m'appelle plus président que par mon prénom, merci d'avoir été là et qu'on ait porté ce projet ensemble. Sur ces belles paroles, je vous invite à passer au buffet. Les milliardistes nous attendent.